Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je vais aborder donc la question suivante, ou plutôt poursuivre mon travail, en traitant de ceci, les ruses et les tactiques de l'espionnage 2, la question du contre-espionnage. Pour vous répondre, je me suis donc basé sur les livres et les revues que vous voyez ici. Allez, je commence. Tout d'abord, la surveillance des cibles douteuses. Alors, c'est assez simple, on va prendre en fait les couvertures, les légendes souvent utilisées par les agents adverses et on va surveiller ces groupes de personnes. Par exemple, c'est l'idée donc de surveiller les diplomates et tout le personnel des ambassades. Vu qu'on l'a vu la dernière fois, les agents légaux sont souvent à la base d'un réseau d'espions. Surveiller les obscurs journalistes, ceux qui voyagent beaucoup mais qui écrivent pas beaucoup par contre. Surveiller également les étudiants des nations douteuses un petit peu. Récemment, on a beaucoup évoqué les étudiants chinois qui vont dans les universités françaises, qui font parfois des thèses et qui essayent d'infiltrer les centres de recherche de notre pays. Autre couverture fréquemment utilisée, celle de membres d'une ONG ou de personnes faisant de l'humanitaire. Bref, tous ces individus potentiellement suspects, vous en faites la filature, voire vous les mettez sur écoute. D'accord ? Ça nous amène à la deuxième technique, justement la question des écoutes et de la cryptanalyse. La cryptanalyse, c'est le décodage. Décodage des messages donc cryptés. Alors, à l'époque de la guerre froide, ça ressemblait à quelque chose comme ça, avec un gros poste, des gros écouteurs. Maintenant, ce serait plutôt la surveillance des smartphones des cibles concernées. Les smartphones permettant énormément de choses, ils apportent à celui qui les surveille énormément d'informations, la position GPS, les conversations audio, les textos, le surf sur Internet, etc. De même, pour tout ce qui est messages cryptés ou conversations cryptées, l'objectif c'est que si là vous avez par exemple un échange crypté entre Alice à gauche et Bob à droite, entre ces deux personnes, vous interceptez à leur insu leurs messages cryptés et puis vous faites une opération de cryptanalyse, c'est-à-dire de décodage. Ces informations qui sont codées, généralement, elles ne sont pas codées pour rien, c'est parce qu'elles sont stratégiques. Cette méthode, historiquement, a fait ses preuves. Par exemple, lors de l'opération Venona, faite par les services secrets américains, notamment l'ancêtre de la NSA. Ce qu'ils ont décodé, c'est les communications radio échangées par l'ambassade soviétique qui était présente aux USA et directement Moscou, la capitale. Et ça a permis quand même de débusquer toute une série de taupes au sein des États-Unis, notamment Julius Rosenberg et puis tout le réseau atomique. Autre exemple historique, celui de l'Orchestre Rouge. Alors c'est un ensemble de réseaux d'espions russes, soviétiques, qui entre 1930 et 1940, jusqu'à peu près 1942, ont espionné l'Allemagne nazie. Eux, ils ont été découverts à la base par de la radiogoniométrie, c'est-à-dire en gros de la localisation de postes radio clandestins, puis après, suite au décodage de ces messages radio secrets. D'accord ? C'est ça le point de départ de la vague d'arrestation. Troisième méthode, la prévention. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais vous montrer par une simulation de dialogue. Vous avez donc un agent du contre-espionnage, par exemple un membre de la DGSI française, et il va aborder des chercheurs de notre pays, des hauts fonctionnaires, des ingénieurs, des officiers donc de l'armée, bref, toutes ces personnes qui seraient susceptibles d'être tamponnées, c'est-à-dire d'être recrutées par les agences d'espionnage ennemies. Et il va leur dire quelque chose comme ça. Alors, mon dialogue est volontairement simplifié, c'est pour que vous compreniez la méthode, pour la compreniez facilement. Donc, en gros, un jour, quelqu'un va sans doute tenter de vous approcher, de vous rallier à sa cause, pour récupérer vos informations stratégiques. Si c'est le cas, vous nous contactez, vous nous appelez, vous nous le faites savoir. Et cette méthode, à long terme, peut être très payante. Autre approche, le contre-espionnage offensif, qui part donc d'un constat assez simple, la meilleure des défenses, c'est l'attaque.
Alors là, le but, c'est quoi? C'est de recruter des taupes dans le service de renseignement ennemi pour savoir ce qu'il fait, tout simplement. Hein, d'aller puiser un petit peu au cœur même de la menace. Alors, dans le passé, c'était le cas de ce super espion appelé Kim Philby. C'était donc un Anglais qui a trahi le MI6, le service de renseignement extérieur anglais, au profit des soviétiques. Et il a travaillé avec ses amis, donc Guy Burgess, McLean, et puis il y en a un autre qui s'appelle Anthony Blunt, et puis un cinquième personnage dans l'affaire qui s'appelle John Cairncross. Alors, cet extrait de bande dessinée va vous montrer son poste central, stratégique, hein, pour montrer que c'est une super taupe. Donc là, Anthony Blunt à gauche discute avec Kim Philby à droite. Kim lui dit « J'ai une grande nouvelle, Churchill a réactivé la branche soviétique du MI6 qui est en sommeil depuis plusieurs années. » Donc là, en gros, on est pendant, voire légèrement après la Seconde Guerre mondiale. Devine qui il a nommé à sa tête? Je sais pas, moi, Cogwheel? Pas du tout, c'est moi. Ce à quoi Anthony Blunt répond « C'est une blague, c'est toi qui vas diriger le service chargé de mettre la main sur les espions soviétiques. » Et Kim lui dit « N'est-ce pas merveilleux ?» Donc, c'est une histoire de fou, parce qu'en fait, Kim Philby, qui est une taupe qui travaille pour les soviétiques, va être chargée de traquer les taupes soviétiques. Une histoire assez hallucinante qui montre le côté machiavélique, l'intelligence de ce personnage. Alors l'extrait, donc je l'ai pris dans cette bande dessinée, très très bien, donc je vous conseille. De beaux dessins, bon scénario, des personnages attachants, une fidélité historique, c'est excellent. Donc Kim Philby, après, va même être encore mieux, il va être agent de liaison entre le MI6 et la CIA, donc il sera au courant de ce que font les deux services, les Américains et les Anglais. Cinquième méthode, le testing et le bluff. Là aussi, je vais passer par un exemple fictif pour vous expliquer ça. Vous avez donc un personnage de la DGSI, le service de contre-espionnage français, qui va aborder un autre agent de la DGSI en qui il n'a pas confiance, hein, en gros qui se méfie. Et il va dire quelque chose comme ça. C'est abusé, ils font n'importe quoi, je pense qu'on ne considère pas ta juste valeur, peut-être que tu seras plus utile en travaillant pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu n'as pas envie de changer d'air vous voyez, il va clairement évaluer sa fidélité. Et si la personne en face a des gros doutes, ben là c'est le genre d'agent qu'on va vite licencier. D'accord? Test numéro 2. Toujours pareil, un espion de la DGSI dont on n'a pas trop confiance, on a une suspicion. Et là, le dialogue va être différent. C'est-à-dire que votre agent, à vous, il va se faire passer pour un espion adverse, pour un officier traitant, qui va faire semblant, comme si il allait récolter les informations volées par l'autre qu'on suspecte d'être une taupe. Et si l'autre tombe dans le piège en disant bah oui, cette semaine, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai récupéré, je peux vous donner ces documents là que j'ai en ma possession, bah on sait justement qu'il a trahi, d'accord? Alors là, c'est un coup de bluff assez extraordinaire. Dans la réalité, évidemment, l'approche est beaucoup plus subtile, les phrases sont beaucoup plus complexes. Sixième méthode, la ruse du barium. Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'idée de donner une information unique et traçable à un agent, et puis d'étudier la circulation de ce renseignement. Alors, pourquoi le barium? Parce que le barium, c'est une matière qu'on appliquait un petit peu en secret sur certains documents, et puis bon, évidemment, le barium restait sur le document des semaines après, et ça permettait de traquer le document, de rendre le document tout à fait unique, sans que les personnes qui le manipulent le sachent. Alors, j'ai un exemple beaucoup plus concret pour vous. C'est dans la célèbre série Game of Thrones, la saison 2, épisode 3 pour être précis. Tyrion est main du roi et il veut savoir en qui il peut avoir confiance. Alors il va voir Pycelle, il lui dit voilà, je vais vous confier une information que la reine ne doit pas savoir. J'ai l'intention de marier la princesse Myrcella à quelqu'un, et cette personne, ce sera un membre de la maison Martell de Dorne. Il lui dit surtout, tu le répètes pas à Cersei. Ensuite, il va avoir Varys, il lui dit la princesse Myrcella, je vais la marier à Theon Greyjoy. Et à Baelish, il lui dit, vous savez quoi? Je vais la marier à Robin Arryn du Val.
d'accord? Il laisse un petit peu mijoter son piège, et ce qui doit arriver arriva. Cersei débarque dans son bureau folle de colère, en disant « Tu crois que je vais laisser ma fille comme ça, la vendre comme une putain ?» Et elle lui dit « Tu n'expédieras jamais à Dorne. » Donc du coup, Tyrion, il a bien compris que à Pycelle, il lui a dit qu'il allait marier Myrcella à Dorne, donc il sait que c'est lui qui l'a trahi. Donc, je vous rappelle que c'est la saison 2 de Game of Thrones dont je vous parle. Mon schéma résume du coup un petit peu le piège que Tyrion tend à ses adversaires. Il donne une information unique à chacun des 3 personnages, et il voit le renseignement qui lui revient aux oreilles pour savoir qui l'a balancé, qui a vendu la mèche. D'accord ? Eh bien, des stratagèmes de ce type peuvent être très efficaces dans une démarche de contre-espionnage. Dernière méthode ou ensemble de méthodes, la classification des documents, le cryptage et toute une série de mesures de protection. Alors, la classification, c'est en gros l'idée de restreindre l'accès des documents les plus importants à un tout petit cercle de personnages ou d'officiers. Le fameux secret défense ou confidentiel défense, et puis aux États-Unis, toutes les informations dites top secrètes. D'accord ? Donc ces informations d'ailleurs, des fois les services de renseignement les mettent carrément dans des coffres forts. Alors celui-ci est très ancien, mais maintenant les services de renseignement utilisent toujours des coffres forts d'un autre type, mais dans le même esprit. De même, vous pouvez imposer à vos agents des badges, comme ça lorsqu'ils circulent dans votre bâtiment, dans le siège de votre service de renseignement, on sait dans quelle pièce ils pénètrent, on sait à quel ordinateur ils se connectent. De même, les informations les plus stratégiques, vous avez intérêt à les mettre dans des ordinateurs non connectés à Internet pour éviter le hacking, d'accord ? Et puis prendre d'autres mesures de protection supplémentaires, d'accord ? Eh bien, merci pour votre attention et à bientôt.